Hello, rebonjour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais la deuxième partie de la vidéo. Donc, j'avais fait une première partie de la vidéo concours CPE Master, mon expérience. Et voilà. Et donc là, je reviens sur la deuxième partie que je devais filmer. Et je l'ai coupée en deux parties. Première partie, je vous refais un peu un feedback sur les 2 ans que j'ai passé à l'ESP et voilà comment je l'ai vécu personnellement. Ensuite, je vous parlerai un peu de comment je me suis organisée et quel outil, quel matériel. Et la deuxième partie, ça sera plutôt, je vais vous présenter 3 grands auteurs avec 2 idées par auteur. Ça sera plutôt en sociologie de l'éducation parce que c'est une matière qui a été centrale en fait dans le... Je pense à mon avis que c'est une matière qui est centrale pour préparer le concours CPE, mais aussi pour avoir des apports connaissances pour les utiliser plus tard sur le terrain. Donc vous allez vraiment bien comprendre tout ce qui est relatif aux inégalités sociales, scolaires, tout ce que vous voulez. Et ça va vous aider plus tard, quand vous serez CPE, à comprendre aussi ce qui vous entoure. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Je vous présenterai aussi quelques astuces, comment répartir son temps sur la semaine, tout ce qui est bénéfique pour pouvoir étudier dans des conditions sereines, peu stressantes et aussi pour mettre toutes ses chances de son côté pour réussir le concours. Donc voilà, restez là si ça vous intéresse. À tout de suite. Alors, on va commencer par la première partie sur comment j'ai vécu les 2 ans de cette formation MEF, donc CPE. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, comment je l'ai ressenti, c'est que moi, pendant 2 ans, j'avais pas de vie sociale. Donc, ce que je faisais avant, les sorties, j'ai mis plein de choses de côté pendant 2 ans, même niveau en termes de finances et tout ça, c'était pas pareil. Donc voilà, j'ai pas vraiment organisé en points détaillés, mais en tout cas, pour moi, le monde de l'éducation, le monde du master en tout cas était inconnu, parce que comme vous savez, j'avais arrêté mes études en 2014 après avoir obtenu une licence. Donc j'avais pas voulu forcément aller plus loin parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et que j'étais très indécise et même très instable dans le sens où j'aimais bien bouger. Un coup j'étais en Angleterre, un coup j'étais aux Pays-Bas, un coup j'étais là. J'avais pas vraiment envie de choisir la filière ou de faire quelque chose de spécifique dans l'immédiat. Voilà. Après j'ai eu du mal aussi à prendre un peu mes repères au sein de la première année, même les premiers jours, j'ai été déboussolée. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais fait une grande coupure avec l'école et je suis revenue dans un environnement scolaire. Au début, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'une fois que je commence un truc, moi, je peux pas arrêter genre en plein milieu. Ça m'insupporte. Une fois que je commence un truc, il faut que je le termine. Donc du coup, au début, quand ils commençaient déjà les formateurs à nous expliquer à peu près... je sais pas, ils nous donnaient une idée brève. Il y avait d'autres étudiants qui étaient revenus en fait faire un peu leur feedback à eux après la formation CPE. Je me suis dit oulala, dans quoi je me suis embarquée. Et on avait eu un programme détaillé des 2 ans de master. Je me suis dit sociologie de l'éducation, j'ai vu psychologie des adolescents, j'ai vu histoire de l'éducation, j'ai vu groupe de... on avait d'autres formations à côté. Je crois qu'on avait même des TD aussi par semestre. On avait vraiment pas mal de choses. Je me suis dit, ouh là là. Donc, ne paniquez pas. Je vous dis tout de suite, c'est normal de paniquer au début. Mais, premier point, ne perdez pas de temps dans des trucs inutiles. Donc, la première chose que vous devez faire, et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon PC. Vous devez le faire avec vous. J'ai pris mon PC. Tac. Je mets mon mot de passe, si on y arrive. Voilà,
Donc vous allez, bibliographie indicative, session, concours externe et interne de recrutement des conseillers principaux d'éducation, session 2021. Donc là, je vois qu'il y a des ouvrages qui étaient déjà là au moment où j'ai passé le concours. C'était il y a plus de 2 ans. Hein. Moi, j'ai fait la formation il y a plus de 2 ans. Donc on a quoi? Vous regardez un peu les titres des ouvrages indiqués. Par exemple, je vous donne un exemple là. Je vois Bottier Elisabeth, Rioux Patrick, les inégalités d'apprentissage, programme pratique et malentendu scolaire. Donc là déjà vous pouvez mettre ça dans la case inégalité. Vous voyez? Inégalité scolaire. Tac, je pense à ça là. Après, on voit repères pratiques pour la scolarisation des élèves handicapés. Donc là, pareil, je pense à quoi? École inclusive. Donc tout ce qui est relatif aux handicaps, etc. Donc voilà. Ensuite, on a l'addiction chez les adolescents, jeux vidéo, alcool, drogue. Bon, voilà. Je pense à quoi? Risque chez les adolescents, addiction, machin. Vous voyez? Donc je vais pas commencer à lire. Non mais franchement, si vous lisez toute la bibliographie, vous allez, comme je vous ai dit, vous n'allez pas vous en sortir. Donc vous regardez la bibliographie de manière soigneuse, enfin voilà, faut que ce soit carré. Faut que vous regardiez la bibliographie et vous classez la bibliographie en thème. Vous voyez inégalité scolaire, tel auteur. École inclusive, donc handicap en milieu scolaire, tel auteur. Hop, Marie Durubella, on en parlera après. Elle est très connue, hein. Marie Durubella, sociologie de l'école. Donc là, vous voyez, c'est sociologie de l'école. Attendez-vous à avoir plusieurs thèmes. On va peut-être avoir les inégalités sociales, la carte scolaire, les inégalités dans le système éducatif, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a Marie Durubella, Murray-Denis, les sentiments de justice et sur l'école. Ça, c'était déjà il y a 2 ans. On va penser à justice en milieu scolaire. Voilà. Donc ça, c'est une bibliographie indicative. Ça ne veut pas dire que le concours, ça sera sur la justice en milieu scolaire. D'ailleurs, il faudrait que je vous ressorte les sujets de mon époque quand j'ai passé le concours. Mais voilà, je vous donne un conseil. Dès que vous rentrez en formation en septembre, vous regardez la bibliographie. Même vous le faites en été si vous avez envie. Mais franchement, vous ne prenez pas le chou, comme je dirais, à éplucher, à lire des livres là pendant l'été. Hein. Justement, profitez bien de votre été parce que vous n'en aurez pas jusqu'à... pour moi, c'est... Ouais, franchement, j'ai pas eu d'été même la première année. J'ai rattrapé mon retard que j'avais cumulé. Parce que j'étais en retard. Pour moi, j'étais grave en retard. Vu que je venais pas du tout de la... J'avais jamais fait de sociaux, faut savoir. J'ai jamais fait de philosophie de l'éducation ou de psychologie de l'éducation. Je venais d'une autre filière complètement autre. Donc voilà. Ensuite, ouais, donc comme j'écrivais parce que j'ai pris des notes, j'avais pas de vie sociale. Entre les cours, alors on n'a pas beaucoup de cours en première année. Je crois que c'est la 2e année, je sais plus. En tout cas, ça n'était pas non plus... moi, je trouvais que on avait pas mal de cours, mais je m'attendais à pire. Donc vous avez quand même le temps de vous organiser si vous ne travaillez pas à côté. Et oui, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas travailler pendant 2 ans et de pouvoir me consacrer entièrement à mes études, mais il y en a qui ne pouvaient pas, et ça je comprends, hein, mais ils étaient AED en temps partiel, et là par contre il va falloir être plus qu'organisé, hein. Mais après c'est vous et votre façon d'être. Moi je sais que je connais ma personnalité, moi je peux pas aller à l'école, étudier, et en même temps je vais bosser, non, j'y arrive pas. C'est à dire qu'il faut que je me mette dans un... Je peux pas, je suis comme ça, hein. C'est comme ça. Voilà. Donc, et franchement, je regrette pas du tout parce que vu le programme qu'il y avait, heureusement que j'ai pas bossé à côté. Voilà. Alors, préparation au cours. Alors, vous avez les cours en semaine. Vous avez vos cours. Moi, je vais rentrer chez moi, mais je vais vous présenter dans la deuxième partie des outils. Voilà, je vais vous présenter... Non, même pas. Après ça, je vous présente les cahiers que j'ai utilisés, les machins. Mais je vais aller en cours... J'écoutais. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup parce que voilà, déjà, ça m'intéressait. Et après, je prends des notes. Des petits points, hein. Je sais pas, moi, je
je suis en cours de sociaux, j'entends Agnès Van Zanten, bah, je vais écrire Agnès Van Zanten, le prof il va dire voilà, elle parle des inégalités sociales, voilà, elle dit que voilà, il y a des élèves qui sont plus en avance que d'autres, parce que voilà, c'est relatif à leur milieu, leur origine sociale. Je vous dis une connerie, hein. Hop, j'écris origine sociale, Agnès Van Zanten. Tac, le soir je rentre chez moi, je me relis mes notes déjà, et je mettais au propre en fait sur mon PC. D'accord? Parce que j'avais un PC qui était archi lent. Donc si j'allais prendre mon PC en cours, le temps que mon PC démarre, le cours était déjà terminé. Donc voilà, à vous de voir, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui écoute, en fait, qui préfère écouter et prendre les notes, juste écrire 2-3 points par cours, et voilà, développer chez vous? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui allait noter tout ce que le prof dit, et vous allez rentrer chez vous en mode « bah mince, j'ai même pas suivi le cours », vous voyez? Donc ça, à vous de voir. Mais moi, ça me prenait du temps. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais pas de vie sociale, parce que je rentrais chez moi. Je relisais mes notes, je développais mes notes. Tac, bah le prof a parlé 2 minutes d'Agnès Van Santen. Je regarde sur internet, voilà, on a internet maintenant. Quelles sont les grandes idées d'Agnès Van Santen, de quoi elle parle, quels sont ses travaux, voilà. C'est pas la peine de faire comme je vous ai dit, c'est pas la peine de faire une grosse recherche, hein. 2 idées par auteur, 2-3 idées, c'est bon, hein. Vous allez vous en sortir avec ça. Hop, après, ouais, alors, le peu de temps que j'avais, vraiment, parce que j'étais très organisée, j'arrivais vraiment à prendre un samedi pour voir ma famille, des amis, respirer. Au tout début, je vous dis ça, parce que forcément, vous n'allez pas passer votre semaine du lundi au dimanche à étudier comment... Vous allez péter un câble. Franchement, vous allez péter un câble. Mais organisez-vous, parce que si vous n'êtes pas organisé, pareil, vous allez péter un câble, parce que vous allez être perdu. Tout simplement. Et puis, voilà, après le retour à l'école, après une longue période de... Voilà, j'ai pas été à l'école depuis... J'avais arrêté l'école en 2014, après ma licence, j'avais travaillé, j'avais de l'expérience dans le monde du travail, et pam, je retourne à l'école, donc le choc, pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis j'étais en retard, entre guillemets, hein, parce que franchement, les dissertations, ça faisait longtemps que j'en avais pas faites. Ouais, voilà. Les outils de tout ce qui est recherche, même faire des recherches, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de recherche. Voilà. Bah écoutez, ça c'est à peu près tout pour la partie en fait comment je l'ai vécu. C'est vraiment aussi, il y a l'impact santé pendant 2 ans, parce que j'étais très fatiguée. Donc essayez de manger équilibré, de faire une activité sportive quand vous pouvez, voilà, d'être en forme au maximum pendant ces 2 ans de formation. Parce que franchement, on était tous KO à la fin, on n'en pouvait tous plus, quoi. Voilà, on était au bout de notre life, comme on dirait. Mise en situation pro. Ah oui, alors oui, mise en situation pro, on en parlera après. Mais organisez-vous, hein. On va parler du matériel à avoir. Organisez-vous. Et copie double. Ah oui, non, mais je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ouais, voilà. Donc il faut savoir que pendant la préparation au concours CPE, vous allez utiliser beaucoup de copies doubles. Essayez de vous dire que ça sera pas une copie double. Des fois, ce sera 2 copies doubles. Donc entraînez-vous à écrire au maximum. Parce que moi, je vous jure, des fois, j'avais mal au bras, au poignet, tellement que j'avais écrit toute la journée. Vous allez en cours, vous écrivez, vous avez des partiels, vous écrivez. C'était le bazar, là. Voilà. N'hésitez pas, avant de commencer la formation en été, enfin, je sais pas, elle commence en septembre, de vous refamiliariser avec la dissertation. Donc, qu'est-ce qu'une introduction? Qu'est-ce qu'un développement? Enfin, qu'est-ce qu'une introduction? Qu'est-ce qu'une problématique? Qu'est-ce qu'un développement? Qu'est-ce qu'une conclusion? Et qu'est-ce qu'une ouverture dans la conclusion? Voilà. Donc, on va partir. Tellement que là, le fait d'avoir ressorti tout ça là, je vous cache pas que j'ai envie de partir en vacances. Non mais, on va passer à la deuxième partie. Comment vous... c'est quoi? Franchement, j'ai oublié. Voilà.
super. Bravo. Oui, les outils. Donc, comment je me suis organisée durant ces 2 ans. À tout de suite. Donc, on passe à on va dire la deuxième sous-partie de ma première grande partie. Hein. Vous devez vous familiariser de nouveau avec les premiers grand 1, petit a, petit b. On va dire que le grand 1, c'était, voilà, c'était le grand 1 contenait le petit a, comment j'ai vécu les 2 ans de formation, et le petit b, c'est comment je me suis organisée. Vous voyez? Donc là, on passe au petit b. Voilà. Donc le petit b, c'est comment je me suis organisée. Quel matériel j'ai trouvé pour m'organiser, et voilà. Je vais vous montrer, je vais vous donner 2-3 exemples. Alors, le matériel, c'est super important pour étudier dans des... Vous donner envie en fait d'étudier, de revenir chez vous et de vouloir ouvrir votre cahier ou de vouloir trier vos docs. Parce que il faut comprendre que la première année, on nous donnait des docs partout. Dans toutes les matières, chacun nous donnait 2-3 docs, 4-5 docs. Au début, bah, je savais pas parce que je venais d'arriver dans cette filière, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai appris à m'organiser sur le tas. Parce que je savais pas, voilà, j'avais vu, on avait eu un programme détaillé du master, mais moi, master, j'avais jamais fait. Donc personne, je pense qu'on était... Il y avait d'autres camarades qui avaient déjà fait d'autres masters avant. Après, j'avais fait une licence, donc, mais ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Donc, j'avais acheté... Donc, j'avais pris des pochettes comme ça chez Action. Je sais pas si vous connaissez le magasin Action, c'est un magasin néerlandais. Et comme vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, je parle aussi néerlandais. Donc j'ai vécu entre les 2 pays, donc Pays-Bas et France. Donc j'ai un peu adopté la méthode nordique pour pouvoir m'organiser. Donc des trucs beaux, hein, bon voilà. Bref, je vais pas faire de commentaires. J'aime bien choisir des trucs un peu joyeux. Je n'allais pas prendre des trucs ternes et tout ça parce que moi je suis quelqu'un un peu... comme ça, enfin, il faut des trucs de couleur et tout, sinon je pète un câble. Donc, dedans, ouais, j'ai mis mes fiches. Enfin... Alors, il faut savoir, excusez-moi, je fais encore une parenthèse, mais j'ai perdu la moitié du matos que j'avais utilisé, le matériel et tout. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je crois que j'ai jeté la moitié. J'ai été voir avec mon père dans notre cave et tout, mais on n'a rien trouvé. Du coup, j'étais trop deg. J'ai pu rassembler ce que j'avais retrouvé de l'époque parce que ça fait plus de 2 ans. Mais je suis trop vénère parce que j'avais plein de trucs à vous montrer. Mais c'est pas grave, on va faire avec ce que j'ai. Voilà. Donc là, vous voyez les documents qu'on va vous distribuer dans la journée de cours. Vous pouvez vous acheter ça et vous mettez tout dedans. C'est pas grave, vous mettez tout dedans. Dès que vous rentrez chez vous, vous commencez à trier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut commencer par le début. Donc ça, c'est ce que je faisais. J'avais dit, allez hop. Je voyais que j'avais une tonne de docs. Tac, je rentrais chez moi, j'ouvrais ma pochette tous les jours. Hein. Franchement, tous les jours. Hein. Commencez pas à dire, ouais, je le ferai demain, après-demain. Parce que franchement, vous n'allez jamais le faire. Tac. Après, j'ai dit, bon, je les mets où ces docs? Ben, pareil. J'avais acheté ça. Vous achetez ça à Auchan. Ça, c'est pas Action. Hein. Vous le trouvez partout. Tac. Alors, il y a des étiquettes que j'ai jamais utilisées, hein, parce que finalement, je n'ai pas trop utilisé celui-ci, je vous montrerai l'autre que j'ai utilisé. Vous mettez, voilà, histoire de l'éducation, sociologie, TD, peut-être, voilà, tout ce qui est travaux, hein, en demi-groupe, parce que je me rappelle plus comment ils appelaient ces groupes-là. Mais voilà, vous mettez chaque matière ou chaque chose que vous voulez séparer, voilà. Donc en plus, vous avez des intercalaires. Pareil. Donc, ça, vous allez voir, c'est pour les docs, les trucs volants en fait. Et vous allez pouvoir vous retrouver. C'est-à-dire que demain, vous faites un travail sur le harcèlement scolaire. Vous avez vos notes de cours. Vous avez votre pochette où vous pouvez retrouver les documents des professeurs qui vous ont donné, peut-être rejeter un œil dessus. Je sais pas, mais comme vous voulez. Mais vous savez que tout est rangé par matière, en fait. Vous n'allez pas commencer à chercher, il est où mon doc? Il est où ceci? Parce que dans ces cas-là, ça sert à rien. Vous perdez du temps, vous êtes stressé. Bon, au début, j'étais comme ça. Je dis, attendez, là, c'est plus possible. La CIMA, voyons. Hop. Et finalement, bon, j'avais utilisé un autre truc, enfin...
vous montre. Ça, c'était chez Action. Je l'avais acheté chez Action. Là, vous voyez, vous pouvez mettre une page de couverture. Tac. Faites-vous des beaux trucs. Genre, écrivez, je sais pas moi, concours CPE de 2021. Faites-vous des beaux trucs. Vous allez voir vos notes tous les jours. Donc, là, vous pouvez, pareil, renseigner des... Je sais pas, mettez des post-it, j'en sais rien. Enfin, des trucs volants, quoi. Et là, vous voyez, c'est comme un accordéon. Et vous pouvez mettre vos étiquettes. Donc, je sais pas, moi, pareil, hein, sociologie de l'éducation, psychologie des adolescents, voilà, philosophie de l'éducation, voilà. Et vous pouvez... Moi, j'aimais bien ceux-là parce qu'ils c'était des grandes pochettes. Je rentrais chez moi tous les jours, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'en fais? Quels auteurs je peux trouver dans ces documents? Qu'est-ce qu'ils racontent, ces auteurs? Vous voyez? Voilà. Donc, si je résume, pour les documents, on a un truc comme ça, une pochette lambda un peu pour la journée. Vous n'allez pas vous trimballer avec 1 milliard de matériel dans votre sac. Vous allez avoir mal au dos. Et vous rentrez chez vous, vous triez avec un truc comme ça, une pochette comme ça, désolée, je ne devrais pas dire truc, ou une pochette comme ça. Ou les deux même si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop. Ensuite, alors, ça c'était pour mon stage. Moi j'avais décidé que pour mon stage, j'allais me faire un classeur stage. Voilà, j'avais envie. J'ai fait un classeur stage, comme ça. Stage CPE, hein. C'est pas... Et là, j'avais mis document de stage en intercalaire. Et tous les docs que les tuteurs me donnaient, ou le chef d'établissement me donnait, eh ben, je les mettais là. Vous voyez? Même ma convention stage, hein, qui est super importante, il faut la lire. Hein, je vous le dis. Lisez votre convention stage quand même. Comment on l'a signée. Voilà, parcours. Donc voilà, c'est des docs. Bon, je vais pas montrer le nom du collège parce que voilà. Mais tous les docs en fait utiles, que ce soit les secrétaires qui vous donnent, qui vous expliquent, un cas d'élève qui bénéficie d'une reconnaissance MTPH, voilà. Et puis après, au début, j'avais décidé aussi de me faire un intercalaire recherche. Voilà, recherche. Voilà, mais en fait, au début, je me suis dit j'allais faire ça sur papier. Comme ça, dans le classeur, j'allais taper toutes mes recherches et les mettre dans mon classeur. Ce que finalement, j'ai pas fait. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, vous avez un classeur stage. Moi, j'avais un classeur stage en tout cas. Alors, pareil. Pendant les cours, j'avais ma pochette, comme je vous ai dit, avec les docs. Mais j'avais aussi mon grand cahier, fourre-tout. J'avais comme ça. Là, là, qu'est-ce qui se passe là? Mes cheveux. Bon, désolée. Donc, j'avais mon cahier un peu fourre-tout. Désolée, je suis un peu... voilà. Je sais pas ce que c'est que cette coupe, mais c'est pas grave, c'est la coupe du dimanche. Alors, j'avais le cahier fourre-tout. C'est-à-dire que au début, je prenais pas de PC. Comme je vous avais dit, j'étais en recherche d'acheter un nouveau PC. Et puis même au début, franchement, je me suis dit, je vais prendre un cahier. Et on avait des cours, bien sûr. Donc ce que je faisais, c'est que je notais un peu tout. Voilà. Un peu à la va-vite, quoi. Je notais les cours en notes. Voilà, notes un peu en vrac. Avec des petits points. Pour, vous voyez, A, B, C, grand 1. C'était un plan de cours. Et voilà, donc grand 1, petit a, petit b, petit c. Grand 2, petit a, petit b, petit c. Grand 3, petit a, petit b, petit c. Voilà. Et quand je rentrais chez moi, eh ben, je tapais mon cours de nouveau au propre. Alors oui, ça peut faire beaucoup. Mais moi, ça me permettait de relire mon cours. Et en même temps, de me dire, ah ben voilà, j'ai un cours qui est propre. C'est propre. Je n'ai pas besoin de lire, de réviser mes partiels avec ça. Franchement. Personne n'a envie de réviser ses partiels avec ça. Hein.
Moi, je sais pas, hein, demain, non, j'aurais pété un câble. Donc voilà, donc un cahier fourre-tout. Vous voyez, c'est un grand cahier. Vous pouvez tout écrire dedans. Et en plus, vous pouvez même déchirer les pages. Allez hop, vous voyez, je vais le faire avec vous. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc pareil, hop, on était en cours de socio de l'éducation. Je prenais des notes, je rentrais chez moi, je surlignais les passages que je voulais développer dans mes cours écrits par PC. Voilà. Donc un grand cahier pour toutes les matières. Et vous rentrez chez vous, par jour, bah, vous reprenez vos cours et vous retapez si vous voulez. Après, il y a des personnes qui n'ont pas besoin, hein, qui écrivent proprement, directement, qui connaissent déjà ce qu'ils sont en train de... Voilà, des sujets qu'on traite en cours, ben, ils ont cette facilité-là et ils n'ont pas besoin de revoir ça à la maison. Et c'est tant mieux, hein. Franchement, c'est tant mieux. Ensuite, j'avais aussi décidé... Alors, je m'étire un peu parce que là, je suis un peu, je dirais, à l'arabe, comme je dirais. Oui, j'avais aussi des fois... Alors, j'avais toujours des carnets sur moi. J'en avais au moins 2. Je vais vous montrer. Donc, ce style de carnet, pareil, j'avais acheté chez Action. Et pareil, ce style de carnet que j'avais acheté chez Heima. Heima, c'est aussi un magasin néerlandais. Alors, je vous fais pas de la propagande, hein. Mais c'est juste que moi, j'aime trop ces magasins-là. Et comme j'ai grandi aux Pays-Bas, je sais très bien que Heima, Action, je kiffe. Il y a tout. Tout ce que vous voulez, il y a des gâteaux, il y a de la déco. Franchement, c'est le fourre-tout là-dedans. Pareil, alors, quand je voyais que dans mon cahier, je notais tout à la va-vite, et que parfois, je me suis dit, eh ben, c'est pas grave, dans un premier temps, je vais aussi ramener un carnet. Comme ça, quand j'ai des moments de pause, si vous voulez, je peux me faire des frises chronologiques ou des trucs comme ça qui peuvent m'aider à comprendre encore plus mes notes. Parce que des fois, j'avais du temps, hein. On avait peut-être 2 heures de trou ou des trucs comme ça. Ben, je prenais mon cahier fourre-tout, comme je vous ai dit, et j'avais mon carnet de notes. Et par exemple, en socio de l'éducation, je me souviens, je m'étais amusée à faire une frise chronologique. Non, mais franchement, la frise, j'avoue, elle a ni queue ni tête. Mais, ouais, franchement, ça m'a aidé parce qu'on partait de 1833 à 1989. Donc, franchement, j'ai casé tout ça là-dedans. Bah bravo. Donc voilà, vous voyez, on a quand même une frise chronologique parce que bah j'avais 1 heure de pause. En même temps, je mangeais, je n'avais rien à faire. Du coup, j'avais mis par exemple, je sais pas moi, 1833, j'ai écrit naissance de l'enseignement primaire public. 1850, on a la loi Fallou. C'est la loi Fallou, ouais. École privée, donc distinction école privée, école publique. 1879, on a la loi Paul-Bert. Voilà, école... en fait, en gros, c'est la loi qui va former des personnels d'éducation laïque. 1880, on a la circulaire de quoi? Réglementation à la... J'arrive même plus à lire ce que j'ai écrit. Bon, désolée, hein. Alors du coup, 1881, gratuité de l'école primaire publique, plus... ouais, c'est ça, gratuité de l'école primaire publique. Voilà, vous voyez? Bon. Pareil, je m'étais faite aussi des recherches à la BU sur les lois. Donc voilà, il y avait la loi Guizot, la loi Fallou, la loi Abi. Donc voilà, vous pouvez vous prendre aussi un carnet pour au cas où, si vous voyez que vous avez du temps et que vous voulez séparer les... Vous voulez faire une frise chronologique ou vous voulez séparer un peu les thèmes, genre loi, machin, bah, vous prenez un carnet en plus. Ça sera suffisant, hein. Donc ça, c'est bon. Et du coup, j'avais pris aussi... Alors, je vous parlerai pas du mémoire là tout de suite. Je pense que j'en ferai une 3e vidéo, le mémoire. Parce que le mémoire, c'est quelque chose. Le mémoire, c'est quelque chose. Donc, j'allais pas tout remixer là dans cette vidéo.
Je voulais vraiment me focaliser sur les outils, les tips un peu à droite à gauche. Mais ça, j'avais pris un cahier spécial mémoire pour au début. Donc, par exemple, il suffisait que je sois dans le bus et que j'ai une idée, bah, je la notais où? Bah, du coup, je prenais mon petit cahier. Et voilà, j'avais des idées, je les notais là. C'est que pour le mémoire, celui-ci. Voilà, ça fait 3 quoi, ou 3 petits cahiers, c'est pas très grave. Vous pouvez même prendre des cahiers comme ça, hein. Celui-ci, je l'avais pas utilisé. Mais voilà, un cahier brouillon, c'est un cahier brouillon. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, on avait parlé des cahiers donc pour les notes, pour tout ce qui est cours. Par contre, prenez-vous quand même un autre cahier chez vous. Moi, j'avais celui-ci pour quand vous faites vos dissertations et vos mises en situation pro, enfin la deuxième partie du concours, qui sont les mises en situation pro. Prenez-vous un deuxième cahier parce que là, vous allez pouvoir écrire votre introduction et votre conclusion au moins. Là-dessus, c'est ce que je faisais. J'écrivais pas tout mon devoir là-dessus, hein, parce qu'en plus après, il faut recopier. Non. Entraînez-vous à juste écrire votre intro, votre plan détaillé, votre problématique, votre annonce de plan et votre conclusion. Et ça fera l'affaire. Vous prenez un cahier. Voilà. Alors, autre chose. Ah oui. Bon, non. J'ai pas présenté mon... Bon, on avait dit, désolée, je reviens dessus, mais bon, c'est vrai que c'est du direct là. J'ai pas révisé mon speech. Mais j'avais vous savez, le carnet de notes pour les frises chrono, pour les lois. Mais vous pouvez, si vous voulez pas prendre ce type de format-là, de carnet, vous pouvez prendre ce type-là et vous mettez des petits post-it. Comme ça, vous voyez ce que vous voulez séparer vous. C'est votre organisation personnelle, hein. Moi je vous donne des conseils, mais ça ne veut pas dire que ça marchera sur vous, hein. Et vous voyez, là c'est vraiment bien carré, hein. C'est propre. Voilà. Tac. Vous voyez, il y a des couleurs. Ça donne envie. Vous ouvrez, pareil. Je l'avais acheté chez Action. Donc Action font des petits carnets de notes comme ça. Vous voyez, j'avais un petit marque-page. Voilà. Et vous vous organisez comme ça. Bon, du coup, j'avais pas mentionné, mais j'avais aussi des petits... j'avais acheté ça chez Action. Donc, alors ça, je les avais montré dans ma toute première vidéo que j'avais faite en anglais. Oups. Désolée, il y a eu un petit bug. Voilà, donc j'avais pris des trucs de couleur, vous voyez, des marqueurs de couleur. Par exemple, je sais pas, je vais vous faire, je sais pas moi, je vous fais une fiche en direct, hein. Et ben, par exemple, si demain vous voulez faire une fiche sur François Dubé, vous voyez, c'est visible, c'est des marqueurs, donc pareil, il faut que ça vous donne envie de lire votre fiche, sinon vous allez être déboussolé et déprimé. Et après, sinon, chez Action, vous avez ce genre de feutre. Normalement, c'est fait pour colorier, mais pareil, hein, moi, je suis un peu une fan d'Action, donc je trouve tout et n'importe quoi là-bas. Et voilà, donc du coup, on a fini à peu près pour tout ce qui est cahier, pochette, machin. Et je vous ai pas parlé des fiches, donc ça, c'est super important. Achetez-vous des fiches Bristol et vous allez pouvoir vous organiser comme vous voulez. Si demain vous voulez faire une fiche sur François Dubé et ses idées, bah, vous aurez une fiche sur François Dubé et ses idées. Vous mettez 3 points, 3 gros points et vous lisez ça quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dans le bus, vous voyez. Mais vous prenez pas la tête à... Désolée, du coup j'ai dû couper ma vidéo parce que je devais faire un truc entre temps. Mais j'étais en train de vous dire, voilà, pour les fiches, voilà, achetez-vous des stylos de couleur et des fiches comme ça pour vous puissiez voilà, les lire dans le bus quand vous êtes, je sais pas moi, quelque part chez le médecin, j'en sais rien. Voilà, et en fait, je les ai jetés, mais à l'époque j'avais acheté donc les semi-pochettes
pour mes fiches. C'était un peu comme ça, genre. Comme ça, vous faites en deux, quoi. C'était des semi-pochettes. Faut mettre juste les fiches dedans. Vous voyez? Juste vos fiches. Mais je sais pas où ils sont, donc je suis désolée, je peux pas vous montrer. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le matériel que je voulais vous présenter. Je vous avais déjà parlé des livres que j'avais utilisés la dernière fois, donc il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Du coup, on va passer... Bah mince, j'ai refermé mon plan de vidéo. Ça va pas la tête, hein. Ouais, donc du coup, on va passer à la deuxième partie. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, deuxième partie sur comment organiser son temps en fait en semaine. Donc je sais plus, moi je me rappelle plus, mais on avait cours du lundi au jeudi je crois. Je sais plus, on avait quand même une journée de libre dans la semaine, si je me trompe pas, hein, parce que je me rappelle vraiment plus. Et donc du coup j'avais pris un agenda planeur sur toute la semaine. Donc c'est des planeurs en fait, typiquement américains aussi, vous voyez, vous avez une visu sur le lundi, du lundi au dimanche dans votre agenda. Donc là, je l'ai plus parce que je l'ai jeté. Franchement, je sais pas ce qui m'a pris. Mais je l'ai montré dans ma première vidéo en anglais sur Studies My Organization. Donc si vous comprenez l'anglais, allez voir cette vidéo également. Ça va peut-être vous aider pour vous organiser dans vos cours. Parce que je le montre du coup, mon agenda avec tout l'agenda du lundi au dimanche. Donc voilà, en fait, c'était un agenda comme ça. Je vais vous montrer, hein. Genre comme ça. Et en fait, vous aviez tout lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et j'avais une visu sur toute la semaine, en fait. J'ouvrais mon agenda, j'ai une visu sur toute la semaine. J'aime pas les agendas où c'est par date, vous voyez? Genre, mercredi 23 avril, hop, je fais ça. Non, parce qu'après, je n'arrive plus à avoir la continuité de ma semaine. Donc déjà, première chose, agenda. Comme vous voulez, mais moi, j'ai pris un planeur semainier, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Ensuite... Qu'est-ce que j'avais d'autre pour mon... Ah oui, organiser son temps. Ben pareil, dans mon planeur, j'avais écrit 1 heure de révision, connaissances, recherche. 1 heure d'entraînement à la dissertation et aux commentaires composés. Là, enfin j'appelle ça commentaires composés, mais je me rappelle plus du nom. C'est dingue ça quand même. J'ai fait ça pendant 2 ans. Donc, vous avez la dissertation et le deuxième exercice, c'est l'espèce de commentaires composés. Ou de mise en situation pro sur un sujet, par exemple la citoyenneté, vous avez un document avec, je sais pas moi, 10 documents dedans, et vous devez faire une intro, vous devez avec ça construire votre propre intro, conclusion, machin, enfin vous voyez. C'est comme une disserte mais juste à base de documents en fait. Voilà. J'avais aussi, et là pareil je peux pas vous le montrer, je suis désolée, mais j'avais aussi un espèce de tableau aimanté que j'avais accroché dans ma chambre, et que quand je rentrais, je voyais pareil mon planning de la semaine, c'est-à-dire je rentrais les mardis à 16h, je savais que j'avais 1 heure pour faire mes courses, et que à telle heure je devais être rentrée pour pouvoir réviser telle matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment de la... C'est malheureux, hein, mais c'est du calcul au détail près, parce que sinon vous allez perdre un temps fou, et personne veut ça. Personne veut ça parce que le temps, les 2 ans, ça passe super vite. Oh, j'ai même pas vu passer la première année. Je vous cache pas que j'ai passé 2 ans comme ça. J'avais mon petit tableau aimanté derrière moi et je voyais toute ma semaine où je mettais même des notes, ce que je devais faire, que ce soit perso ou études, famille. Voilà. Donc j'avais mon agenda plus mon tableau aimanté plus mes cahiers. Donc vous allez voir, hein, ça va. N'accumulez pas trop de matériel non plus, hein. Parce que vous allez... Pareil, vous allez péter un câble. Voilà. Ensuite, si vous voulez, le peu de temps où j'allais dehors faire mes courses, alors vous allez me prendre pour une zinzin, mais c'est vraiment ça, c'est que en même temps que je faisais mes courses, je pensais, par exemple, si on avait un travail à rendre. Alors pareil, les travaux à rendre, soyez à l'heure. Parce que moi, je voyais des choses inadmissibles. Je voyais des gens qui rendaient leurs devoirs 1 mois après. Alors que la deadline, le professeur, il avait dit 1 semaine, je sais pas moi, 2 semaines de temps supplémentaire. Il y en a qui arrivaient quand même à négocier du temps supplémentaire. Je me disais, mais est-ce que si... Ben, je comprends pas. Enfin, vous voyez, ça peut générer de la frustration. Parce que vous êtes là, vous mettez des deadlines. Et t'en as qui arrivent à rendre des travaux 2 mois après. Et ça compte pour le semestre. Je me dis, mais what? C'est pas possible.
Mais bon, c'est pas grave, vous regardez pas les autres, regardez-vous vous-même. Vous regardez pas les autres parce que sinon vous allez péter un câble pareil. Bref, je vais pas commenter certaines choses, mais on voyait bien que certains, hein, ils arrivaient quand même à fournir des travaux 2 mois après, ça dérangeait personne, quoi. Moi, je sais pas. Je suis prof, moi, tu me rends un devoir 1 mois après, je te dis non, c'est mort, j'ai pas le temps. Bref, mais je pense aussi que il y a des profs qui voulaient être conciliants et voulaient pas pénaliser les étudiants. Mais faites attention, ça passera pas. Hein. Clairement, c'est passé pour certaines personnes, je sais pas comment, mais ça passera pas pour tout le monde. Hein. Donc vous fiez pas à votre chance. Voilà. Pareil, je faisais mes courses, comme je vous disais, et je réfléchissais à une intro ou à une citation que je pouvais rechercher. Si le thème c'était le harcèlement en milieu scolaire, et ben, tiens, je me disais, bah, qu'est-ce que j'ai comme commentaire là dans ma tête sur le harcèlement? Qu'est-ce que je pourrais réfléchir comme plan? En même temps, je mettais mes trucs à la caisse. Et franchement, c'était... Quand j'y repense, ouais, je grappillais la moindre heure dans la journée. C'était bénéfique pour moi pour réfléchir à un plan de devoir ou de dissertation. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus non plus, hein. Mais voilà, comment je répartissais mon temps avec mon agenda. J'avais 1 heure de recherche, 1 heure de travail sur le mémoire, 1 heure ceci, et jusqu'à la fin de la soirée en fait. Où je me faisais quand même... Je m'accordais du temps de pause. Mais c'était, voilà, pareil, c'était écrit, hein, tout était écrit, moi. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous voyez que ça marche pas sur vous, bah ne le faites pas, hein. Mais c'est des tips, quoi. C'est des conseils. Et pareil, quand j'étais dans les bouchons où on était en voiture, machin, bah j'avais mon sac de cours où j'étais avec mes sœurs. Tac, je regardais pendant les bouchons, bah je commençais mon devoir. Et je savais que j'allais pas avoir besoin de le faire à 19h. Vous rentrez, vous êtes KO. S'il faut encore penser sur le harcèlement scolaire, je vous cache pas que vous allez être dépité. Hein. Donc voilà. Et ben ça c'était tout sur voilà mon répartition de mon temps. Je repartissais mon temps sur la semaine de manière équitable et de manière à ce que je ne sois pas frustrée à la fin de la semaine et être KO parce que c'est pas bénéfique pour vous. Donc vous n'allez pas être motivé. Voilà. Bon, alors on va passer quand même à la partie la plus intéressante et que je kiffe. Oh, ça sera donc je vais vous présenter 3 grands auteurs et je vais vous présenter aussi un exemple de plan que j'avais fait pour un sujet qu'on nous avait donné en devoir. Alors, il sera peut-être pas complet, j'ai quand même le grand 1 et le grand 2. Quoique non, il est complet, j'ai le grand 1, grand 2, grand 3. J'ai pas la conclusion par contre, mais c'est pas grave. On va voir ça tout de suite, ok? Restez là. Voilà, là, je suis dépitée parce que je viens de me rendre compte que j'ai plutôt de batterie dans mon portable. Ça me dépite. Bon, prenez quelque chose à manger. Je sais pas, moi, si vous regardez cette vidéo, que ça vous intéresse, voilà. Prenez quelque chose, un thé, c'est pas encore fini. Je suis désolée. Je fais du mieux que je peux pour être rapidos. Ah oui, petit disclaimer également. Bon, ça arrive un peu tardivement, hein, mais je suis pas formatrice à l'ESP. Je me déclare pas comme étant professionnelle de l'éducation. Je dis pas que tout ce que je dis, ça va marcher sur vous. Voilà, ce sont mes opinions, mon expérience personnelle, mon retour sur expérience, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas du tout, je suis pas formatrice à l'ESP, je suis pas professeure, je ne fais pas partie du personnel de l'éducation nationale. Donc voilà, quand même, prenez du recul hein, avec ce que je vous dis aussi. Mais en tout cas, je vais vous présenter les 3 grands auteurs que j'ai kiffé pendant la formation. Et franchement, j'ai trop adoré la sociologie de l'éducation. C'est super intéressant. Ça va vous ouvrir sur le monde. Même sur le monde, c'est-à-dire que vous allez comprendre des choses que vous n'avez peut-être pas perçues auparavant. Vous n'avez pas prêté attention auparavant. Et moi, je me suis dit, ça m'a grave aidé pour le stage sur le terrain. Toute connaissance est bénéfique pour plus tard, même pour vos enfants plus tard, quand vous allez vous organiser, comment vous comprenez le système éducatif français. Alors, du coup, je reprends ma vidéo parce qu'elle a été coupée, mais je vous disais, demain, vous êtes parents. Et ben, vous allez, avec tout ce que vous allez apprendre dans cette formation au master, et ben, ça va être bénéfique pour vous. Dites-vous que rien n'est perdu.
même si vous réussissez pas le concours et que vous sortez du master en ayant votre master MEF ou pas, vous n'avez rien perdu, vous avez des connaissances, vous avez pris des choses, quoi. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder sur les grands auteurs. 3 grands auteurs que je vais vous présenter, qui vont vous aider à comprendre un peu le cœur de métier aussi de CPE, parce que le CPE, c'est un acteur incontournable du monde de l'éducation pour moi, mais aussi vous allez être face à des situations difficiles. Commencez pas à croire que vous allez arriver dans un collège, tout sera tout beau, tout rose. Non, vous allez devoir gérer les conflits avec les profs, les acteurs en fait de l'éducation nationale. Je sais pas, la direction, il va y avoir des conflits d'intérêts. Il va y avoir aussi des élèves il y a des profils que vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas saisir. Si vous n'avez pas un minimum d'apport en connaissances en sociologie d'éducation, enfin moi personnellement, si je les avais pas eu, j'aurais pas compris certaines situations, ça c'est sûr, je vous dis honnêtement. Donc voilà, on va commencer. Alors le premier, je rigole parce que j'ai saoulé tout le monde avec ça, franchement je crois que j'ai saoulé tout le monde dans ma promo. Bref. François Dubé. François Dubé qui est un grand sociologue de l'éducation français. Bon, je vais pas vous faire un topo sur sa carrière, mais je vais vous présenter un peu ses grandes idées. Bon, vous allez pouvoir retrouver ces idées-là sur internet ou dans ses ouvrages. Apprendre avec du recul, s'il vous plaît. Pareil. François Dubé, ses idées principales, je dirais, c'est que pour lui, le système éducatif français fabrique de l'exclusion. Voilà. C'est un système qui est... Oui, il y a du positif, l'école est gratuite, machin, mais il y a du négatif. On a des inégalités scolaires et sociales. Comment ça se fait? Pourtant, on rentre tous à la même école et l'école est gratuite pour tous. Alors, de quoi il parle, ce François Dubé? Je vais vous expliquer pourquoi il parle d'exclusion, pourquoi il dit que l'école française fabrique de l'exclusion. Pour lui, les diplômes qu'on connaît à l'heure actuelle encore sont réservés à une minorité, pour lui, qui sont seuls capables d'atteindre en fait l'excellence. Pour lui, l'excellence, en gros, c'est avoir je sais pas moi, aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable d'obtenir une licence. Tout le monde ne peut pas faire une formation en master. Je sais pas, écoutez, moi je peux pas vous dire pourquoi certains n'y arrivent pas. Je suis pas à leur place. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit pourquoi en fait on est resté sur un système qui fabrique de l'exclusion. Parce que pourquoi? Les diplômes, ça passe par un contrôle sur l'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que demain j'ai une licence moi en langue, et il va y avoir des partiels. Il va y avoir des TD. Il va y avoir des espèces d'acheminement en fait vers l'examen final de la licence. Donc soit vous réussissez, soit vous échouez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui sont ceux qui réussissent? Pour lui, voilà. Les sociologues, pas que pour lui, mais en général les sociologues de l'éducation font un travail selon les catégories sociales, quels résultats on obtient à l'école en fait. Enfin, quels sont les parcours en fait par catégorie sociale, qu'est-ce qu'ils observent en général les sociologues, quelles inégalités ils vont observer, ça c'est super intéressant. C'est des chercheurs en fait, c'est des chercheurs qui vont chercher à expliquer ce qui se passe dans le système éducatif français, mais aussi en termes d'inégalités. Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi l'Observatoire des inégalités en France, un observatoire, dit, voilà, on a tant de pourcentage de fils ou d'enfants, d'enfants d'ouvriers dans les prépas de grandes écoles. Pourquoi on va avoir un tant de pourcentage et pas pourquoi on n'aurait pas 100%? Voilà. Ils étudient tout ça. On a un observatoire des inégalités quand même, faut savoir. Et quand même, en plus, on était bien classé dans le classement de l'OCDE, donc dans les classements PISA. Vous allez faire des recherches sur PISA. Vous allez être outrés de la place de la France. Après, voilà, c'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, ils étudient, c'est leur métier. Et franchement, j'aime trop. Franchement, c'est un grand travail qu'ils font et je kiffe. Je suis un peu familière, mais c'est pas grave.
Voilà, donc on va commencer par les idées donc on a déjà commencé par sa première idée, c'est que le système éducatif français fabrique de l'exclusion. Parce qu'on est encore sur un espèce de contrôle d'apprentissage qui va plus ou moins valider oui ou non si tu vas avoir ton diplôme, oui ou non si tu vas avoir ton bac. Voilà. Après, il a aussi un espèce de... C'est un peu une... Comment dirais-je? Ça va être un peu un refrain dans ses études. C'est qu'il va parler d'égalité des chances et d'égalité des places. Et donc ces deux idées-là vont être regroupées en une seule idée, c'est la justice sociale. Donc voilà. J'essaie de me concentrer parce que j'ai faim. Je vais en parler de jeunes, donc petite parenthèse, mais j'ai ultra faim, donc c'est un peu... voilà. Mais qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances pour François Dubé? Donc en même temps, je reprends un peu mes notes de l'époque parce que j'ai un peu zappé, mais j'ai quand même bien retenu. C'est que, en fait, on rend tous égaux à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? On rend tous égaux à l'école. Et donc, l'école nous dit, eh ben vous rentrez tous égaux. C'est une compétition équitable. Voilà, votre voisin il rentre en même temps que vous. Eh ben vous êtes égaux. Donc si vous réussissez ou que vous réussissiez pas, bah, vous avez tous eu cette chance-là de rentrer de manière égale, enfin comme vous voulez, à l'école. Sauf que lui il dit bah non. Parce que l'école a dit vous allez pouvoir comme ça atteindre les meilleures positions à l'école en termes d'une compétition qui est plus ou moins équitable. Mais lui, il dit bah non. Parce que demain, si vous êtes issu d'une classe sociale, ouvrière, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Que vous rentrez dans... On voit bien. On a des élèves qui réussissent plus que d'autres. Et en fonction de leur classe sociale, ils vont pas avoir les mêmes résultats à l'école. Donc finalement, il dit, est-ce que c'est vraiment l'égalité des chances? Et donc pour lui, il dit, l'égalité des chances, le pire des systèmes, mais il n'y en a pas d'autre. Donc ça, c'est la citation que j'avais prise de François Dubé, où il dit, bah voilà, on rentre tous égaux à l'école, mais malheureusement, en fonction des classes sociales où on sera... de quelle classe sociale on est issu, et ben on arrive à voir quand même qu'il y a des trajectoires qui sont quand même bien différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, on n'est pas sur de la subjectivité ici, on est vraiment sur des travaux qui ont été fournis, qui ont été prouvés avec l'Observatoire des inégalités. Donc bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que voilà, j'ai pas envie de générer des débats inutiles. En tout cas, après il parle d'égalité des places, qui vise en fait à réduire les inégalités entre les différentes positions sociales, tout simplement. Et donc voilà, lui il dit que en fonction des catégories sociales, eh ben on n'a pas, on n'est pas égaux en fait. C'est faux pour lui. Donc il va parler d'égalité des chances et d'égalité des places. Donc égalité des places, quelle place on aura au sein de la société en fonction des catégories sociales. On le voit bien, les trajectoires dans l'intégration dans la société, elle n'est pas pareille en fonction des catégories sociales. Il y a quand même un... C'est important de le dire, c'est vrai. On va pas se voiler la face. Donc c'est pour ça qu'il parle d'égalité des chances et d'égalité des places. Et pour lui, ce tout-là, sa forme, il parle de justice sociale. Voilà. Donc je vous invite à faire vos propres recherches, mais c'est super intéressant. François Dubé, ça a été mon sociologue préféré. Je sais pas pourquoi, je me suis attachée à ses recherches. Voilà, bref. Alors, le deuxième auteur préféré mon deuxième auteur, enfin, auteur inspecteur, plutôt. Désolée, voilà, mes cheveux, pareil. C'est Jean-Paul Delahaye. Et Jean-Paul Delahaye, en mai 2015, il publie un rapport d'enquête. Ça s'appelle « Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour la réussite de tous ». Et ben lui, bon déjà c'est un inspecteur qui est très connu, hein. Mais voilà, j'avais lu son rapport en entier avec une camarade de classe à l'époque.
Voilà, on avait trop adoré ses travaux. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a filé qui m'avait envoyé son rapport de recherche. Alors, pour lui, je vais avoir, alors pareil, 2 idées. Donc, la première idée, c'est que les difficultés des élèves que vont rencontrer certains élèves à l'école, c'est dû à leur milieu socio-économique. Voilà. Ils n'ont pas les mêmes ressources que d'autres élèves. Ils vont pas avoir cet accès à la culture comme d'autres élèves qui sont dans des classes sociales favorisées. Leurs parents, ils auront peut-être moins de temps à leur accorder parce que du fait qu'ils travaillent énormément ils ont des métiers pénibles et voilà. Donc encore une fois, c'est pas de la subjectivité, c'est vraiment voilà, c'est de la sociologie, hein. On étudie un peu les inégalités. Et donc du coup, on a cette première difficulté des élèves voilà, vous allez pouvoir rencontrer autour de vous des élèves qui sont en difficulté parce que dans leur milieu socio-économique, ils n'ont pas les mêmes ressources que d'autres élèves peuvent avoir, tout simplement. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Et ils n'ont peut-être pas, si vous voulez, leur environnement familial ne leur permet peut-être pas de s'ouvrir au monde comme pour d'autres personnes, comme pour d'autres élèves, tout simplement. Voilà, on a beaucoup de pauvreté aussi. Voilà, en REP, vous allez voir, vous allez être face à des élèves qui sont en difficulté scolaire, mais aussi, voilà, où leur environnement familial n'est pas, ne leur permet pas d'étudier dans des conditions optimales. Voilà. Et donc dans cette idée-là, il dit aussi que c'est pas seulement ce cas de figure-là, c'est que les difficultés des élèves peuvent être aussi liées à l'organisation de l'enseignement, tout simplement. Voilà. Déjà, la mixité sociale, c'est super important dans un établissement scolaire. Et lui, il se rend compte que on a quand même une concentration d'enfants issus de l'immigration dans des établissements REP, REP+. Donc REP+, en gros, zone d'éducation prioritaire. Comment ça se fait? Bah voilà, c'est géographique, c'est comme ça. Mais comment on peut faire pour avoir plus de mixité sociale dans certains établissements? Donc c'est très important la mixité sociale. On se rend compte qu'il y en a de moins en moins. Voilà, moi de toute façon, de ce que j'ai vu en 2 ans, on a quand même la mixité sociale, mais on a des parents qui font tout pour quand même contourner la carte scolaire pour que voilà, leurs enfants accèdent aux meilleurs établissements, soit publics, voilà, soit privés. Et voilà, bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, on a lui il dit qu'on a une grosse partie des enfants issus aussi de l'immigration dans les REP+. Et voilà. C'est une inégalité, en fait, je dirais plutôt géographique. Hein. Vous voyez bien que, de toute façon, en France, on va parler de ghettoisation. Enfin, il y a quand même... on peut pas... franchement, c'est mentir de dire que... voilà, il y a de la mixité sociale, même en termes de géographie, entre guillemets. Mais je suis désolée, encore une fois, moi étant je suis du département du 92, on voit que dans certains coins, on va pas, ce sera pas la même chose. Vous voyez encore une fois ce que je veux vous dire. Bon. Hop. Alors. Et puis même, franchement, ces inégalités, enfin, le peu de mixité sociale, c'est aussi dû en grande partie au contournement de la carte scolaire. Parce qu'une carte scolaire, c'est pas pour rien, mais après, il y a des parents qui trouvent toujours voilà, par exemple, ils vont prendre une LV, je sais pas moi, une LV2 ou LV1 russe, j'en sais rien, moi, ils vont se retrouver dans un lycée à Paris, parce que il y aura pas russe dans l'établissement où ils étaient, où ils devaient aller au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hop, tac. Marine Turubella, c'est là. Ouais, c'est le 3e auteur que j'ai noté dans mon carnet. Donc, pour résumer, on avait François Dubé, Jean-Paul Delahaye. Et là, on va parler de Marine Turubella. Alors, Marine Turubella, pareil, c'est une sociologue française de l'éducation. Voilà, elle a écrit sur plusieurs sujets. Et un de ses ouvrages qui m'a vraiment plu, c'est Le mérite contre la justice. On a 2 thèmes là, la justice, le mérite. En plus, vous allez voir, la méritocratie, vous allez en entendre parler. D'accord?
La justice va en entendre parler. Mais alors, comment ça se fait qu'on a le mérite qui s'oppose à la justice? Eh ben, je vais vous expliquer. Comment ça se fait? Pareil, elle aussi, elle se pose des questions. Comment ça se fait? On rend tous égaux en droit, vous voyez, hein, à l'école. Mais pourquoi les inégalités continuent de se creuser? Vous voyez? Ça, c'est une question comme ça qu'elle se pose. Et donc, tout le long de son ouvrage, elle va essayer d'expliquer pourquoi on rend tous égaux à l'école, mais pourquoi, selon les classes sociales, on arrive plus ou moins à des trajectoires scolaires différentes, un parcours différent, une place dans la société qui va être différente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil. Voilà, c'est surtout un leitmotiv. Hein. En France, on entend parler de mérite. Mais le mérite, c'est bien parce que... Et c'est pas bien. Parce que le mérite, c'est... Ah ouais, tu mérites parce que tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup étudié, tu mérites d'avoir ton diplôme. Mais c'est pas toujours le cas. On a des personnes qui ont beaucoup étudié et qui n'ont pas réussi à avoir leur diplôme. Alors est-ce qu'ils sont pas méritants? Ça c'est n'importe quoi par exemple, pour moi. C'est mon opinion. Alors, elle dit en gros que le mérite est source d'injustice. Eh ben oui, parce que en fait, on nous fait croire, on nous sous-entend que chacun est responsable de ce qui lui arrive, de son succès comme de ses échecs, et donc que tu réussisses ou non à l'école, eh ben, t'es responsable. Et donc, eh ben, c'est ce qu'appelle François Dubé le sort des vaincus, si vous voulez. Lui parle de sort des vaincus, super intéressant. Mais il dit en gros, t'as des gens, par exemple, vous réussissez pas au concours demain, eh ben vous allez le prendre pour vous. Vous allez dire, oh punaise, je suis nulle et tout, je comprends pas. Je suis arrivée tant dans le classement, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est voilà, c'est le sort des vaincus, en gros, c'est au mérite, hein. Ils ont pris les plus méritants, entre guillemets, les plus performants, et ben ils méritaient plus que toi. Au final, à la fin, t'es quand même en colère, tu te dis, mais attends, comment ça? L'école me laisse comme ça au bord du gouffre. Et c'est tout. C'est ce qu'il dit, en gros. C'est que le sort des vaincus, il peut être fatal, en fait. Et Marie Rubella, elle dit, c'est pas parce que on mérite, enfin, le mérite n'est pas forcément juste. Donc, c'est-à-dire que c'est pas équivaut, le mérite n'est si vous voulez, le mérite c'est le talent et l'effort en même temps. Enfin, en gros, tes efforts et ton talent à toi, voilà, tu vas être méritant. Ouais, mais c'est pas juste parce que, voilà, il y a des gens qui vont pas réviser et qui vont avoir peut-être le concours, j'en sais rien, ils ont des facilités. Ces facilités-là, c'est parce que peut-être dans leur milieu environnement socio-économique, voilà, ils avaient déjà un peu les prédispositions à connaître tel auteur, à faire des dissertes dès l'âge de 15 ans parfaitement, avoir les prépas qu'il faut, avoir les profs particuliers qu'il faut, l'argent qu'il faut, les ressources qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, prenez du recul. Hop. Et donc, elle dit que les inégalités sociales aussi, il y a des effets pervers à l'école. Effets pervers entre guillemets. C'est-à-dire que avec ces inégalités sociales-là, il va y avoir une sélection des plus méritants. Mais les plus méritants, ça va être qui? Vous voyez ce que je veux dire? De quelle classe sociale sont-ils issus? Voilà, encore une fois. C'est sur quoi on se base là, par exemple, sur les concours? Quand même, le concours, c'est quand même ça reste quelque chose de très élitiste. Ça reste quelque chose de typiquement français, enfin, typiquement républicain, enfin, français, tout ce que vous voulez. Mais la dissertation, c'est très français. Demain, je vais aller aux Pays-Bas, j'aurai peut-être pas une dissertation à faire pour mes examens. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, il faut avoir l'art de... Il faut quand même bien manipuler tout ça. La dissertation, tout ça, c'est très académique, c'est très... voilà, on a un héritage très... bref, très élitiste. D'ailleurs, il y a des auteurs qui ont écrit sur ça. L'élitisme républicain. Il faudrait que je vous le retrouve. Je crois que je l'ai là. L'élitisme républicain. Il est où? Ça aussi, c'est un sujet passionnant, hein, vous allez voir. Oh, c'est où ça? Citation de François Dubé. Je rigole parce que je regarde mon carnet là. Non mais, quand même, je suis pas zinzin. La justice scolaire. Du coup, excusez-moi, ça a coupé encore une fois, j'ai plus de batterie, il faut que je me grouille un peu.
Mais oui, je vous disais... Bon, alors du coup, j'ai pas trouvé l'élitisme républicain. Il faudrait que je vous fasse une autre vidéo sur... Peut-être après, sur des petites connaissances comme ça. Mais en gros, j'avais aussi noté une citation en latin qui disait la justice consiste en la volonté constante et continuelle de donner à chacun son droit. Mais franchement, quand vous entendez cette citation, et que demain vous voulez faire une prépa gratuite, là, dans les grandes écoles, il y a des prépas gratuites, pourtant, c'est pas tout le monde qui accède à ces grandes prépas-là, qui sont quand même gratuites. Est-ce que c'est pas mon droit, demain, de pouvoir accéder à cette prépa-là? Pourquoi ça serait voilà, ça serait sur dossier scolaire, pourquoi ça serait sur les notes, pourquoi ça serait sur... vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ça rejoint un peu l'idée de Marie Durubé là, c'est que le mérite n'est pas toujours juste. Je suis désolée, voilà. On a les inégalités sociales qui vont interférer dans le monde de l'école et donc qui va créer des effets pervers à l'école, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai rien oublié d'autre. Si. C'est que comme vous préparez un concours quand même catégorie A, c'est pas rien. Et ben il faut quand même avoir... Voilà, il faut que votre grammaire elle soit nickel. L'orthographe, grammaire, syntaxe. Parce que vous allez quand même passer du temps à écrire. Et ben un des critères quand même majeurs du concours, c'est l'écrit. Voilà. L'écrit, si vous passez pas la barrière des écrits, vous n'irez pas aux oraux, tout simplement. Donc il faut avoir une orthographe, une grammaire, une syntaxe irréprochable. Donc bon, vous vous organisez comme vous voulez, hein. Entraînez-vous à écrire, revoyez les bases de la grammaire française. Moi j'avais pris quelques heures avant mon concours, avant de passer 4-5 heures avec Madame Nathan, c'était ma prof de français. Donc du coup voilà. Et puis voilà, on revoyait un peu, on avait fait un petit répertoire concours. Vous voyez, on revoit un peu les bases de la langue française, hein, même si voilà, je les connaissais et tout, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Hein. Voilà, le COD, les COI, quelques règles d'orthographe, vous voyez bien. Oups. Voilà, faites-vous un petit répertoire avec les règles d'orthographe. Et voilà, vous allez voir que tout ira bien. Tout ira bien. Il n'y a pas de raison. Après, pareil, hein, moi par exemple, j'étais de nature stressée. Franchement, les concours, ça m'angoissait. Je rentrais à Arcueil, je voyais la salle, déjà, j'étais pas bien. Il faut savoir quand même que je sais plus quelles sont les heures pour les concours. Je crois que c'était 4 heures environ, à peu près 5 heures, je sais plus, pour la deuxième partie du concours CPE. Là, je voyais le temps défiler, je regardais, je me disais, oh punaise, il me reste... Oh là là, 10 minutes pour l'intro, un truc, 15 minutes pour ça. Oh, punaise, j'ai passé plus de temps sur mon intro. Oh, c'était le stress infernal. Donc, organisez-vous tout au long de l'année. Tout ira bien. Essayez de faire des activités à côté quand même qui restent ludiques, entre guillemets, pour vous déstresser. Prenez-vous aussi vos notes, vos carnets, votre PC. Moi, j'avais investi dans un MacBook. Hein. Bon, je suis pas sponsorisée par Apple, loin de là. C'est juste que je trouvais qu'il démarre vite. Moi, je suis très iPhone, très Apple. Je l'avais eu en promo parce qu'il y a la promotion étudiante avec Apple. C'est un investissement qui m'a coûté cher, oui. Je l'ai payé en plusieurs fois, mais après, il est toujours là. Hein. On est plus de 3 ans après, enfin 2 ans et demi, 3 ans, presque 3 ans après, il est toujours là mon PC. Hein. Il démarre aussi vite qu'avant. Alors que les petits PC que j'avais avant, c'était tous les 2 ans, je changeais d'ordinateur. Donc à la fin, autant acheter un truc comme ça, quoi. Sur la durée. Et puis après, je vous avais dit, je m'étais fait un petit carnet auteur que je kiffais. C'était juste pour moi. Hein. Généralité, vous voyez, petite généralité, les lois organiques, l'acteur et le système, le déclin de l'institution François Dubé, éduquer et questionner, voilà, compétences à l'école, bref, vous avez tout dans... Vous faites comme vous voulez, mais voilà, intéressez-vous un peu à ce que vous faites, à ce que vous étudiez. Alors, et dernière chose avant de couper cette vidéo, c'est que je vais vous donner un plan
Un exemple de plan. Qu'est-ce que c'est qu'un plan? Comment construire un plan? Sur quel thème? Bah, par exemple, le thème, c'était le harcèlement en milieu scolaire. En 1, je crois que j'avais fait avec ma camarade, je sais plus. Ouais, je crois qu'on l'avait fait à 2, mais je sais plus. En 1, on avait mis comprendre le harcèlement. Voilà. En grand 2, on avait mis les enjeux du harcèlement et le positionnement du CPE par rapport à ça. Et en grand 3, on avait mis agir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire face à ce type de situation, hein, tout simplement. Voilà, je ne vais pas trop détailler. Ça sera peut-être dans une autre vidéo, pareil, avec le mémoire, où je vous détaille vraiment le plan, machin, comment faire exactement à peu près. Comment j'ai fait, quoi. Pas comment faire, mais comment j'ai fait. Mais par exemple, voilà, petit A, définition, les éléments constitutifs du harcèlement. Petit B, voilà, au niveau juridique, qu'est-ce que c'est? Quel est l'acte au niveau juridique, quel délit constitue-t-il? 3, en petit c, différentes formes de harcèlement. Voilà. En grand 2, enjeu et positionnement du CPE. En grand 1, la santé des individus face à ça, et l'épanouissement des élèves. En grand B, vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble, comment faire pour vivre ensemble avec le respect des valeurs de l'éducation, machin. En grand C, en petit c, pardon, en grand C, réussite éducative et scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le climat scolaire? Voilà. En tant que CPE, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. En 3, agir. Et ben voilà, en petit A, on peut mobiliser tous les acteurs on peut déjà, en grand A, on peut faire un diagnostic partagé. Donc, entre guillemets, se mettre d'accord avec tous les acteurs sur quel type d'harcèlement on fait face dans l'établissement, quelles sont les violences possibles. Un petit diagnostic entre profs, aller consulter les profs, aller consulter le personnel de direction. En B, être réactif face aux situations de harcèlement. Donc prendre en charge et suivre l'élève concerné tout de suite, c'est pas on attend 10 ans. Et les spectateurs également, parce qu'il y a des spectateurs, faut savoir, vous allez voir. En C, j'avais mis par exemple prévention, travailler en heure de vie de classe, peut-être avec un prof, sur le harcèlement en milieu scolaire, sensibiliser les élèves, voilà, briser le silence du harcèlement, quoi. C'est un délit, hein, article R421 du Code de l'éducation, je sais pas moi, même pas du Code de l'éducation, hein, je sais plus de quel code il s'agit, pour vous dire honnêtement, mais c'est un délit au niveau juridique. Voilà. Et puis en conclusion, une conclusion lambda sur ce que vous avez pu en déduire de votre raisonnement et voilà. Une ouverture à la fin de votre conclusion sur peut-être, je sais pas moi, le climat scolaire. Le climat scolaire, les recherches de Eric, comment il s'appelait? Je sais plus, mais on a un auteur sur le climat scolaire qui est très connu en France. Voilà. En tout cas, ça a duré un peu longtemps. Excusez-moi si j'ai pas été plus claire sur certaines choses. Posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. Voilà, comme je vous ai dit, je suis pas professionnelle de l'éducation. Je vous donne juste des petits conseils qui m'ont aidé. Et on pourra, à l'occasion, quand j'aurai le temps, je ferai une vidéo dédiée aux mémoires et peut-être à la dissertation et au type d'examen que vous allez avoir en Master BEF. Mais n'hésitez pas d'ici là à vous renseigner vous-même et faire vos trucs à l'avance. Et puis voilà, écoutez, à la prochaine et puis bon courage pour le concours et ces 2 années qui vont être assez remplies, mais voilà, ne partez pas défaitiste ou ne stressez pas, hein, vous verrez bien. Et du coup, à bientôt sur ma chaîne YouTube.